Donc on vient de voir que la décomposition spatiale, c'est joli, mais c'est rarement applicable pour des systèmes réels. Donc on va faire de la décomposition temporelle. On va se retrouver avec l'idée qu'un système, c'est quoi? C'est un ensemble de bascules ou de registres, avec de la logique combinatoire qui va dépendre de différentes entrées, et que de cette logique vont pouvoir dépendre différentes sorties qui pourront être ou non synchronisées via des bascules. Là, on se retrouve sur une machine séquentielle, d'accord? Machine de Moore ou machine de Millie, comme vous les avez vus, parce que un système peut être considéré comme une machine de Moore ou une machine de Millie, quoi qu'il arrive. Sauf que c'est en général pas juste une machine d'état, mais quelque chose d'un petit peu plus compliqué que ça. Avec le fait que, à partir de ces entrées, on va prendre un certain temps jusqu'à avoir quelque chose d'observable à la sortie. Alors tout le souci, ça va être évidemment de pouvoir respecter correctement les contraintes du système. Donc si on veut fonctionner à une certaine fréquence d'horloge, il faut garantir que notre système combinatoire n'ait pas des chemins combinatoires beaucoup trop longs pour que ça se passe mal. Là, dans ces décompositions-là, j'ai aussi parti du principe potentiellement on avait plusieurs entrées et qu'on va devoir choisir les traiter à la suite, par exemple. Et puis qu'en termes de sortie, on pourrait générer les sorties à des temps différents aussi, potentiellement. Alors, du coup, dans un système comme ça, la partie principale à optimiser, c'est le module combinatoire. C'est là où on a vraiment du contrôle. Donc, on peut utiliser des techniques comme celle que je viens de présenter brièvement pour la décomposition spatiale. Disant, voilà, je vais retravailler un peu ma logique combinatoire pour réduire mon chemin combinatoire le plus long. On va pouvoir essayer de paralléliser les, les choses en disant, je peux mettre un élément, je suis sur du matériel, donc si j'ai réussi à faire un élément très efficace, je peux le dupliquer plusieurs fois, et donc traiter plusieurs éléments en parallèle. D'accord? Les choses qu'on peut utiliser aussi pour faire de la logique, c'est potentiellement utiliser les blocs RAM qu'on a dans la FPGA. Donc on a de la mémoire à disposition. Donc dans cette mémoire, vous pouvez aussi y stocker des valeurs, puis en disant, en fonction d'une adresse, je vais récupérer une donnée, puis cette donnée, c'est le résultat correspondant à mes entrées, et mes entrées, c'est mes adresses. Donc avec de la mémoire, on peut faire de la logique. On fait ça relativement peu souvent. On le ferait pour des tables, par exemple, si on ne va pas s'amuser à calculer des sinus dans une FPGA en général. Par contre, vous pourriez stocker peut-être 256 valeurs de sinus différentes dans une table. Et puis, en fonction de où vous êtes dans votre sinus, vous allez chercher la valeur au bon endroit dans cette mémoire. Donc ça permet de faire des choses de manière assez efficace. Pour un additionneur, voilà, petit exemple pour un additionneur, on pourrait réaliser un additionneur de 1 bit, et puis mettre ça les uns à côté des autres, ou bien essayer de faire les choses un peu plus en parallèle. Donc ça, c'est le sujet d'une autre présentation sur les additionneurs. Pour ce qui est des registres, là, on ne peut pas faire grand-chose. On est en général lié à une technologie, vous êtes sur une FPGA particulière, vous ne pouvez pas agir sur les registres. Les choses qu'on peut faire, c'est potentiellement dupliquer des registres. Ça permet de pouvoir réduire un peu les contraintes sur le routage. C'est des techniques un peu avancées en fait, qu'on peut faire à la main ou pour lesquelles on peut demander aux outils de synthèse de faire le job pour nous de manière assez efficace. Alors maintenant, pour améliorer les performances dans un système comme cela, il faut arriver à réduire les chemins combinatoires. C'est toujours le plus long qui est le plus dramatique. Les outils de synthèse vont vous permettre de les découvrir. Donc ils vont vous offrir en général le chemin le plus long avec qu'est-ce qui se passe dans ce chemin le plus long. Donc ça pourrait permettre de dire, ok, là j'ai un souci, je peux travailler sur ce souci-là pour essayer de le réduire. D'accord? Donc, les outils nous offrent ça, mais après, c'est à nous de faire le job pour arriver à résoudre ceci. Donc, ça peut être déplacer des blocs combinatoires pour y avoir un registre, de la logique, un autre registre, de la logique, un autre registre. Peut-être qu'on n'est pas bien équilibré entre tout ça, puis qu'on peut passer en bout de cette logique dans celui-ci pour faire que ça se passe mieux. On peut essayer d'anticiper certaines opérations, on peut essayer de découper un bloc combinatoire en utilisant du pipeline, on verra ça dans une prochaine vidéo de cette présentation. Voilà, donc il faut arriver à couper ces chemins combinatoires en fait d'une manière ou d'une autre. Alors, une bonne pratique qu'on a déjà présentée a priori dans votre cursus,
pour avoir des bonnes performances, bah, c'est évidemment garantir qu'on n'a pas de chemins combinatoires qui vont être trop longs. Le problème, c'est que bah, si vous avez des machines de milli, les machines de milli, pour rappel, donc c'est des machines séquentielles où la sortie dépend d'une part de l'état du système, mais aussi de l'entrée du système. Une machine de milli, ben, vous êtes en train potentiellement de propager une entrée jusqu'à la sortie. Et si vous chaînez plusieurs machines de milli les unes derrière les autres, eh ben, vous avez un chemin combinatoire qui va devenir de plus en plus long. Donc si on arrive à designer nos systèmes pour que ce soit des machines de Moore, eh ben, on aura moins de soucis à les mettre ensemble. Évidemment, on va décomposer un système en une hiérarchie de composants. Donc si chaque composant est une machine de Moore, on se retrouve avec quelque chose comme ceci. Alors, une machine de Moore, on va se retrouver avec des registres, de la logique combinatoire devant, peut-être un peu de logique combinatoire derrière, mais qui dépend que du registre. Et donc si on les enchaîne, on a forcément une coupure entre ce registre-là et la coupure d'une autre machine de Moore qu'on aurait dans le système. Donc c'est-à-dire que vous pouvez travailler sur l'optimisation d'un module, et puis ensuite mettre ces modules ensemble, ça ne va pas exploser le chemin combinatoire. Tandis que si on est sur des machines de milli, ben, potentiellement on pourrait avoir ici une entrée qui va agir directement sur la sortie, qui agit ici, etc. Et donc explosion combinatoire. Donc c'est plutôt une bonne manière de faire. Si vous pouvez faire du machine de Moore, faites de la machine de Moore. Lorsque ce n'est pas le cas, ben, soyez juste conscient de ce que vous avez fait et puis des implications que ça peut avoir. Un petit exemple ici sur des optimisations qu'on pourrait imaginer. On reste sur quelque chose de simple, hein. Un compteur. Donc, on a un compteur avec une autorisation de comptage, choses comme ça. La sortie du compteur, et puis on aimerait détecter que la valeur du compteur vaut 59, en l'occurrence. Et puis là, dans une première version, en fait, on le fait en disant, j'ai mon compteur, et puis je regarde sa valeur. Puis si sa valeur vaut 59, alors j'ai un 1 ici en sortie. Puis potentiellement, ce signal-là, il va pouvoir être utilisé par un autre bloc plus loin, donc passer dans un autre système combinatoire. Donc en fait, on a traversé ce système et traversé celui-là. D'accord? Donc potentiellement, on a un chemin combinatoire qui peut devenir long. On reste ici sur un compteur, hein, on n'est pas dans du dramatique, mais il faut imaginer que là, c'est une version simple de quelque chose qui pourrait être un peu plus compliqué. Et donc là, la sortie va être stabilisée après le flot montant d'horloge, un certain temps correspondant à ce délai combinatoire. Alors, si on veut essayer de couper ce chemin combinatoire, parce qu'on n'a pas envie justement d'ajouter des délais à des blocs qu'il y aurait derrière, on pourrait le faire comme ceci. Donc j'ajoute ici un registre, d'accord, comme ceci, qui fait que si j'utilise derrière, je ne vais pas sommer en fait les temps de propagation de deux systèmes combinatoires. C'est plutôt pas mal. Le souci ici, évidemment, c'est que vu que j'ajoute un registre, j'ai décalé mon signal de sortie d'un cycle d'horloge. Donc ma détection de la valeur 59, elle va être faite trop tard. Donc ça, c'est pas top. Donc évidemment, ça nécessite des modifications en fait dans mon système. Ici, si je reprends la détection, donc on pourrait l'écrire en VHDL, je détecte la valeur 59 en disant c'est 1 si le compteur présent c'est 59, sinon c'est 0. Et puis, si je le fais en post-synchronisation, je vais pouvoir le faire de cette manière-ci, essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus futé d'une certaine manière, pour éviter notamment ce délai d'un cycle que j'ai pas envie d'avoir. Mon compteur, je vais pouvoir calculer sa valeur future. Si enable vaut 1, alors mon compteur futur, c'est compteur présent plus 1, etc. Donc ce que je peux faire, en fait, c'est précalculer la valeur du compteur, en disant, ensuite je l'utilise en disant, si le compteur futur c'est 59, alors dans une bascule, je stocke la valeur 1, et sinon je stocke la valeur 0. D'accord? Et donc avec ça, j'ai précalculé en fait ma valeur de cette détection. D'accord? Et donc je me retrouve avec quelque chose comme ceci. D'accord? Le code VHDL qu'on a précédemment va générer ça. Donc j'ai ce qu'il faut pour calculer la valeur future du compteur. Puis j'utilise cette valeur future pour savoir si effectivement j'aurai 59 au coup suivant. Donc là c'est pas mal parce qu'en termes de sortie, je sors seulement de mes deux registres, d'accord? Et donc j'ai pas de logique supplémentaire qui va avoir une influence sur les délais lorsque je connecte des blocs derrière. Donc ça c'est pas mal. Par contre voilà, on a un système logique ici, on passe à travers cette logique combinatoire et puis une autre logique combinatoire ici. Donc ça sera potentiellement mon nouveau chemin critique. Il y a de bonnes chances que ce soit mon nouveau chemin critique. Alors, on peut essayer de faire des choses un peu différemment aussi, en disant,
bah, je vais séparer ça en fait, en disant j'ai la partie qui calcule effectivement la valeur future du compteur, mais j'ai pas envie d'ajouter un chemin ici, ça fera trop long. Je préfère gérer ça de manière plus ou moins autonome, en disant pour savoir si le compteur vaut 59, je dois savoir si effectivement la valeur future sera 59. Pour ce faire, je prends les commandes d'entrée, je prends la valeur courante du compteur et je fais ici directement le traitement. D'accord? Et donc à ce moment-là, je peux mettre de la logique là-dedans qui va en gros détecter que ben, la valeur courante de mon compteur c'est 58 et que j'ai l'enable qui est actif. Et à ce moment-là, j'aurai effectivement un 1 au cycle suivant sur ma détection 59. D'accord? Donc voilà, ça c'est des techniques qui peuvent être mises en place. Euh, voilà, ça c'est ce que je viens de vous dire, comment est-ce qu'on pourrait le faire justement en VHDL. Le, Ma détection, ben, c'est sur un flot montant, je charge cette valeur future ici, puis cette valeur, elle vaut 1 si le compteur présent vaut 59 et que, effectivement, je vais faire du comptage. Sinon, ça vaut 0. Voilà, ça c'était juste un petit exemple, tout simple, hein, sur un compteur, et pour montrer que, voilà, suivant comment on écrit notre code, comment est-ce qu'on choisit la décomposition, et ben, on aura une influence sur les temps de propagation de notre système et du coup les fréquences de fonctionnement. Donc là, on est sur un exemple tout simple. Il faut imaginer que, ben voilà, pour avoir un système assez complexe, vous avez l'occasion de mettre ça en place au labo notamment, euh, et que c'est pas, voilà, c'est assez délicat et c'est là où il y a beaucoup de travail qui se fait au niveau FPGA, enfin designer FPGA, c'est arriver à atteindre correctement les contraintes qui ont été fixées avec un système complètement fonctionnel. Donc on continuera avec la prochaine vidéo de cette présentation, continuer à essayer d'optimiser un peu ça avec d'autres types de techniques.